Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Data Intelligence. Je suis Eric Pefoura, le principal modérateur de votre chaîne Data Intelligence. À Data Intelligence, nous avons la vive conviction que nous pouvons vous faire quitter du niveau 0 au niveau héros ou au niveau d'expertise avérée en statistique et en data science. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer, nous allons vous apprendre, nous allons vous expliquer comment vous devez vous initier à la programmation statistique sur R. Retrouvons-nous tout de suite sur mon écran pour commencer à apprendre à utiliser la programmation sur R de façon simple et efficace. Nous sommes donc sur mon écran et nous allons débuter notre apprentissage simple et efficace de la programmation statistique sur R. Cette vidéo porte donc sur les bases de la programmation dans R, vers l'utilisation optimale de l'un des langages de programmation statistique et de data science le plus populaire. Nous avons au programme trois principaux items à traiter. Nous avons trois paragraphes ou au mieux trois chapitres que nous devons parcourir pour commencer notre initiation à la programmation sur R. Nous allons vous dire ce que c'est que R dans le premier chapitre. Puis dans le second chapitre, nous allons discuter des variables en statistique et en data science en général. Et puis dans le troisième chapitre, nous discuterons de la structure des données dans R, en parcourant successivement les notions de vecteurs, de listes, de matrices et de tables de données. Alors, ce sommaire se trouve bien sûr sur le côté gauche de mon notebook Colab. Alors, nous allons commencer par le chapitre 1. Le chapitre 1 porte sur ce que c'est que R. Il faut savoir que R est un langage de programmation qui est dérivé d'un langage de programmation initial qu'on avait nommé le langage S, qui était populaire à un certain moment dans les années 70-80. Et puis ce langage, il continue à être utilisé par quelques structures, mais le langage R a pris largement le dessus parce que R est un langage libre que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Alors, pour avoir des connaissances de base sur R, vous pouvez directement aller dans la documentation de R et je vais accéder à la documentation de R en cliquant sur le lien documentation de R version 4.3.1. Donc, nous cliquons dessus et nous quittons le Colab et nous allons directement avoir accès au lien sur le statistique R. Et sur ce lien-là, nous avons toutes les indications si nous voulons, par exemple, installer R dans notre ordinateur. Mais ce n'est pas l'objet du jour. L'objet du jour est de comprendre quels sont les fondements de la programmation sur R. Donc, pour cela, vous devez chercher donc la documentation sur la programmation sur R. Et vous déroulez votre page et vous allez tomber sur le manuel de programmation sur R. Vous cliquez sur le manuel et on patiente un tout petit peu et vous avez la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des manuels, à l'ensemble de la documentation sur la programmation sur R et toutes les explications y afférentes. Si vous choisissez par exemple la version HTML, voilà, vous avez une introduction sur R et cela vous explique comment vous devez procéder pour interagir avec le logiciel. Vous voyez que c'est un document qui est assez long. Donc, nous allons repartir sur notre notebook Colab pour vous expliquer donc pas à pas comment vous devez faire pour apprendre tout ceci. Alors, nous allons commencer par les bases. Alors, nous débutons donc par le premier chapitre. C'est quoi R? En fait, R, c'est une suite intégrée de logiciels utilisant principalement le paradigme de programmation orientée objet. Alors, si vous n'avez pas de notion sur ce qu'on entend par programmation orientée objet, il y a énormément de vidéos sur Internet, sur YouTube, qui vont vous permettre de comprendre ce que c'est que la programmation orientée objet. En quelques mots,
Dans la programmation orientée objet, toutes les structures utilisées dans le langage peuvent être considérées comme des objets. Alors, un objet a principalement deux caractéristiques. La première caractéristique, ce sont ses attributs. Et la deuxième caractéristique, ce sont les méthodes ou les fonctions qui peuvent modifier l'état de l'objet. Les attributs sont les caractéristiques inhérentes à l'objet. Nous allons prendre un exemple. La voiture peut être considérée comme un objet dans le paradigme de programmation orientée objet. Dans la voiture, vous avez le volant, vous avez les pneus, vous avez la coque. Alors, tous ces éléments-là sont les attributs de la voiture. Puis, vous pouvez avoir des méthodes qui vont changer l'état de la voiture. Par exemple, vous pouvez décider de stationner la voiture en utilisant donc une méthode de stationnement. Vous pouvez décider de faire rouler la voiture. Vous utilisez donc une méthode qui va faire se déplacer la voiture. Alors, quand cela est compris, donc, R a été développé pour l'utilisation statistique, c'est-à-dire pour faire des calculs et les analyses statistiques. R a principalement trois fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est donc la manipulation des données. La deuxième fonctionnalité, c'est le calcul statistique. Et puis la troisième fonctionnalité, c'est la visualisation des données. La visualisation des données, c'est-à-dire la représentation graphique. C'est un langage qui est issu d'un autre langage qui a précédé R, qu'on appelait le langage S, qui est toujours utilisé dans quelques structures. Mais R a pris le pas parce que R est devenu un langage open source, un langage libre que tout le monde peut utiliser et où tout le monde peut également contribuer. Alors, R est un langage très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut créer des librairies, on peut créer des logiciels annexes, des programmes annexes qui vont permettre d'augmenter ou de booster les fonctions de R. Ces programmes qui sont écrits en dehors des programmes de base de R sont appelés des librairies ou des packages. Et ces librairies ou packages permettent d'étendre les fonctionnalités de R à l'infini. Alors, il faut savoir que la plupart des packages et des librairies qui sont édités pour R, souvent ces packages sont faits pour des projets personnels. Et puis, les auteurs les mettent après en open source et permettant à d'autres utilisateurs de R d'utiliser ces librairies ou ces packages. Alors, il faut savoir que dans R, il y a les packages standards, donc qui font partie du code source de R et qui sont donc automatiquement disponibles quand on utilise le langage de programmation R. Quand vous installez R dans votre ordinateur ou quand vous utilisez une plateforme en ligne comme Colab que nous sommes en train d'utiliser, mais tous ces éléments sont automatiquement disponibles. Le code source est automatiquement disponible. Alors, nous allons passer maintenant au second chapitre. Le second chapitre porte sur les variables en statistique et en data en général. Il existe deux grands groupes de variables. Les variables qualitatives ou les variables catégorielles et les variables quantitatives. C'est toujours comme ça que ça fonctionne en statistique. Les variables sont soit qualitatives ou catégorielles, soit elles sont quantitatives. Nous allons commencer par définir les variables qualitatives ou catégorielles et donner les sous-types de ces types de variables. Les variables qualitatives sont des variables non mesurables. Ce sont des variables qu'on ne peut que qualifier, qu'on ne peut que classer. Il existe deux types de variables qualitatives en statistique et en data. Il s'agit des variables nominales et des variables ordinales. Les variables nominales n'ont pas d'ordre entre les modalités de variables. Vous ne pouvez pas indiquer un état d'ordre entre les modalités de la variable. Alors que les variables qualitatives ordinales ont un ordre dans l'indication des modalités. Nous allons prendre des exemples pour être plus clairs, pour être plus précis. Commençons par un exemple de variable qualitative nominale. Nous allons choisir le sexe ou le genre.
Globalement, il y a deux modalités pour le sexe masculin et le sexe féminin. Et nous ne pouvons pas dire que le sexe masculin est supérieur au sexe féminin ou alors le sexe féminin est supérieur au sexe masculin. Donc nous ne pouvons pas indiquer un état d'ordre entre les différentes modalités du sexe, dont le sexe est une variable qualitative nominale. Maintenant, nous allons prendre l'exemple d'une variable qualitative ordinale. C'est le niveau d'éducation. Nous pouvons classer le niveau d'éducation, alors pas d'instruction du tout, instruction jusqu'au niveau primaire, jusqu'au niveau secondaire ou jusqu'au niveau supérieur ou universitaire. Et du coup, nous voyons qu'il y a une relation d'ordre entre les différentes modalités de la variable niveau d'éducation, puisque le niveau primaire est inférieur au niveau secondaire, le niveau secondaire est inférieur au niveau supérieur ou au niveau universitaire. Le niveau d'éducation est donc une variable qualitative ordinale. Alors, nous avons terminé avec la définition et les exemples des variables qualitatives ou catégorielles. Nous entamons maintenant la définition et nous donnerons également quelques exemples pour les variables quantitatives. Donc, une variable quantitative, c'est une variable mesurable, donc qui se prête donc au calcul numérique, au calcul mathématique. Donc, vous pouvez additionner, multiplier les différentes modalités des variables quantitatives. Il y a également deux types de variables quantitatives. Il y a les variables quantitatives dites discrètes et les variables quantitatives dites continues. Nous commençons par les variables quantitatives dites discrètes. Les variables quantitatives discrètes sont les variables quantitatives pour lesquelles, entre les bornes d'un intervalle, il y a un nombre fini de modalités, il y a un nombre fini de valeurs. Donc, le compte est exact entre deux bornes d'un intervalle. Prenons un exemple. Le nombre d'habitants dans une ville ou dans un pays. Donc, on peut avoir 10 habitants, on peut avoir 1000 habitants, on peut avoir 14 millions d'habitants. Maintenant, si vous prenez les bornes, supposons que dans cette population-là, vous avez 1000 habitants. Si vous voulez prendre, par exemple, la borne allant de 10 à 20, vous allez compter 10 habitants, 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à 20. Vous ne pourriez avoir que 6 valeurs possibles si vous fixez un intervalle pour pouvoir dénombrer les valeurs contenues dans cet intervalle-là. Donc, on a effectivement un nombre fini de valeurs possibles dans l'intervalle allant de 10 à 20 habitants. D'un autre côté, les variables quantitatives peuvent être des variables quantitatives continues. Ça veut dire qu'entre deux intervalles possibles de cette variable-là, il y a un nombre infini de modalités possibles. Il y a un nombre infini de valeurs possibles. Prenons par exemple l'âge. En disant qu'on peut avoir 0,1 an ou 0,1 mois, ainsi de suite. Donc, l'âge ici sera utilisé comme une variable quantitative réelle. Les différentes valeurs peuvent prendre des modalités réelles ou des modalités décimales. Alors, si nous prenons par exemple l'intervalle allant de 5 à 10 ans, nous pouvons donc avoir 5 ans, 5,1 ans, 5,12 ans, 5,13 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous allez voir que le nombre de valeurs ou le nombre de modalités pouvant être prises par la valeur, par la variable quantitative H est infini. Ce nombre-là est infini. Et en ce moment, on va considérer que cette variable quantitative est une variable quantitative continue. Voilà. Ça, c'est la globalité des variables en statistique et en data. Ça fonctionne toujours comme ça. Et le plus important, c'est de savoir si une variable elle est qualitative ou catégorielle ou alors si elle est quantitative. Alors, quand cela est connu, nous allons ramener tout cela dans R. Est-ce que R comprend exactement le même type de
d'utilisation de ces variables-là, ou alors est-ce qu'il y a une petite différence dans la façon dont R a été conçu pour comprendre l'utilisation des variables. Alors, nous entamons donc le troisième chapitre qui sera le chapitre fondamental pour l'initiation à la programmation statistique sur R. La première chose à comprendre, c'est qu'il faut maîtriser ce qu'on entend par structure de données dans R. Quand on comprend ce que c'est que les structures de données dans R, ça veut dire qu'on peut commencer la programmation sur R. On va commencer par les structures de données les plus simples. Donc, les structures de données les plus simples dans R, ça s'appelle les vecteurs. Donc, dans R, on manipule les objets qui s'appellent des vecteurs. C'est le point de départ de tout dans R. Donc, dans le premier sous-chapitre ou dans la première partie du troisième chapitre, nous allons discuter d'abord des différents types de vecteurs. Il y en a plusieurs. Il y a les scalaires, il y a les vecteurs complexes, dont les nombres complexes, il y a les chaînes de caractères et des vecteurs booléens ou des vecteurs logiques. Exemple d'un vecteur scalaire. Par exemple, 1. Et nous avons assigné 1 dans X. Voici le sigle d'assignation dans R. Ça veut dire c'est le sigle inférieur auquel vous associez le tiret de la barre de 6 de votre ordinateur. Et quand vous faites cela, ça veut dire que vous assignez 1 à X. Donc, 1 est un vecteur scalaire. Donc, un vecteur numérique unique est un scalaire dans R. 2 plus 2i que nous assignons dans Y. Donc, voici la deuxième façon d'assigner les variables ou les objets dans R. Donc, vous voyez maintenant que nous avons commencé par le tiret de la barre de 6, puis le sigle supérieur. Et ceci va faire donc l'assignation en quittant de la gauche vers la droite dans une variable. Donc, ici, nous avons assigné 2 plus 2i dans Y. Il s'agit bel et bien d'un nombre complexe. Après le nombre complexe, un autre type de vecteur, c'est les chaînes de caractères. Et nous sommes sur la chaîne Data Intelligence. Et nous pouvons donc dire, par exemple, comme chaîne de caractères Data Intelligence. Les chaînes de caractères s'écrivent entre guillemets ou entre apostrophes. Donc, au lieu d'écrire comme ceci, avec les guillemets, je peux simplement mettre apostrophe. Et cela va fonctionner également. C'est une chaîne de caractères. Alors, si vous enlevez et vous écrivez par exemple comme ceci, Z égale data intelligence, vous obtiendrez à coup sûr une erreur. Donc, il faut mettre les chaînes de caractères entre guillemets ou entre apostrophes pour être reconnu tel quel dans R. Donc, après les chaînes de caractères, nous pouvons définir donc les vecteurs booléens. Donc, c'est des vecteurs logiques. Par exemple, je décide ici de dire que x est inférieur à 3. Ça va me renvoyer oui, true, parce que 1 est inférieur à 3. Je peux également définir, par exemple, un vecteur booléen en mettant là-dedans true first. Alors, il faut savoir que dans ces langages de programmation, les verbes, les méthodes sont en anglais. Donc, il ne faut pas les utiliser en français ou en espagnol ou dans votre langue nationale. Alors, voici un type de vecteur tout à fait particulier. La date. Mais là, nous avons écrit en chaîne de caractères. Et dans un second temps, nous pourrions transformer ces chaînes de caractères en date reconnue comme telle dans R. Voilà. Nous allons exécuter l'ensemble de cette cellule et nous allons voir ce qui se passe. Donc, nous avons exécuté la cellule, nous patientons un tout petit peu en espérant que la connexion Internet n'est pas très lente. Alors, la cellule s'exécute. Ah oui, il y a la connexion qui doit se faire. Il y a la connexion qui doit se faire. Voilà, la connexion s'est faite et la cellule s'est bien exécutée.
Alors, du coup, voici ce que la sortie de l'exécution de la cellule nous indique. True, bien sûr, c'est l'exécution de la ligne x est inférieur à 3. Oui, 1 est inférieur à 3. Donc, du coup, ça marque true. Et j'ai demandé également de nous imprimer à l'écran, print, tab off, de nous imprimer à l'écran le type ou le mode du vecteur data jour. Date jour, pardon, du vecteur date jour. Et il s'agit effectivement d'une chaîne de caractères. Alors, j'ai oublié de vous signaler que on peut également assigner une variable ou un objet dans R en utilisant simplement le signe égal. Voilà, simple signe égal, ça fait également l'assignation. Mais ce n'est pas souvent très utilisé. L'assignation la plus utilisée est la première forme d'assignation. Voilà. Donc, nous allons continuer avec notre programmation et nous allons créer une cellule en dessous et nous allons demander qu'est-ce qui est dans X que nous venons de définir en haut. Nous exécutons la cellule. Et voilà, nous obtenons 1. Donc, c'est bien 1 que nous avons là. Nous pouvons demander également quel est le type, le mode de la variable X. Et c'est un double. Voilà. Les variables numériques ou les vecteurs numériques dans R sont reconnus comme les doubles ou les variables numériques. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore faire? On peut demander le type de... Non, ça, c'est pas défini comme une variable. Et donc, nous continuons. OK. Nous allons maintenant continuer avec des structures déjà un peu plus complexes. Nous avons indiqué comment définir les variables de façon simple. Maintenant, on peut également définir les vecteurs dans R en utilisant la lettre C, alors, qui est mise pour concaténation. Donc, vous concaténez plusieurs éléments pour en faire un seul objet, pour en faire une seule variable. OK, nous allons prendre des exemples. Nous allons d'abord construire un vecteur qui s'appelle integer, qui contient les valeurs numériques de 1 à 4, donc 1, 2, 3, 4. Nous allons également construire un autre vecteur, là, qui s'appelle numérique, et qui contient des entiers naturels et les nombres réels. Donc, on peut dire que ce vecteur contient les nombres réels. Donc, on a 2, 3, 8, 11, 12,3, 17,9. Voilà. C'est un autre vecteur. Et nous avons utilisé toujours la méthode de concaténation C pour créer ce type de vecteur. Alors, nous pouvons créer aussi un autre type de vecteur nommé factor qui ne contient que les chaînes de caractères. Alors, pour créer souvent ces vecteurs simples, il vaut mieux indiquer les éléments qui ont le même type. Donc ici, nous avons créé un vecteur appelé factor qui contient les chaînes de caractères Panafan, Paputo, Titi, Sam. Ça ressemble au prénom. Et nous allons exécuter ces cellules en demandant également le type ou les types de variables que nous venons de créer. Nous exécutons la cellule. Voilà. Donc, le premier vecteur est un vecteur qui contient des valeurs numériques, c'est double. La même chose pour le deuxième vecteur numérique. Et puis, le vecteur factor contient des chaînes de caractères. C'est clair. OK. Quand vous avez fini de créer ce vecteur de façon simple, en utilisant la lettre C et entre parenthèses l'ensemble des éléments que vous voulez faire partie de votre vecteur, maintenant, vous pouvez transformer, vous pouvez forcer la transformation du vecteur que vous venez de créer en un autre type. Voici les différentes façons de forcer la transformation d'un vecteur, d'un type à un autre type de vecteur. On utilise pour cela certaines fonctions natives de R
Exemple, as character. Si vous voulez transformer un vecteur en chaîne de caractères. As integer. Si vous voulez convertir un vecteur qui contient certains éléments en entier. Alors, il faut savoir que si vous voulez convertir, par exemple, ce vecteur factor qui ne contient que des chaînes de caractères en un vecteur qui contient les entiers naturels, donc as integer, ça sera impossible, vous aurez un message d'erreur parce que Fanafan ou Paputo ne peuvent pas être considérés comme des entiers naturels. Donc, il faut être logique avec ce qu'on fait. Alors, si vous voulez convertir en nombre numérique l'ensemble des éléments de votre vecteur, vous utilisez as double. Et si vous voulez convertir en un vecteur boolien ou un vecteur logique, vous utilisez simplement as logical. Voilà. Ce sont les fonctions natives de R qui vous permettent de faire ces conversions sur vos vecteurs que vous venez de créer. Alors, nous allons prendre d'autres exemples. Nous allons créer plusieurs types de vecteurs et nous allons tenter la conversion en d'autres types de vecteurs. Alors, ici, je vais créer des cellules là, par exemple, et je vais prendre par exemple ce premier vecteur. Nous mettons là. Alors, c'est un vecteur qui contient les chaînes de caractères. Donc ici, nous avons mis 1 entre guillemets, 2 entre guillemets, 3 entre guillemets. Ça veut dire que ces éléments-là doivent être considérés comme des chaînes de caractères. Alors, je vais exécuter la cellule. J'exécute la cellule s'est bien exécutée et ça, c'est des chaînes de caractères. Et nous avons transformé ça en integer. Nous allons demander maintenant les types et on va voir. Je demande tout de suite derrière. Donc, type of, voilà, la saisie semi-automatique. Donc, c'est très intéressant en collab. Donc, type of vector character. Oui, c'est bien ça. Et je peux juste copier ça. Et je vais changer caractère par integer. Et nous allons avoir ce type-là. Alors, je vais mettre ça sur la même ligne. C'est possible, séparé par point-virgule. Et je vais obtenir ces informations. Donc, du coup, voilà, le premier, c'est un vecteur qui contient les chaînes de caractères, donc caractère. Et puis le second, c'est un vecteur qui contient les entiers naturels parce que ce vecteur a été forcé à se transformer ou à transformer ces éléments en variables, en modalité entier naturel. Alors, je lui demande maintenant qu'est-ce qu'il y a dans ce vecteur integer. Voilà, vous avez 1, 2, 3. Si vous demandez ce que vous avez dans le vecteur caractère, voilà, on obtient 1, 2, 3 avec des apostrophes. Donc, ce qui signifie bel et bien que notre vecteur a été transformé en un vecteur qui contient les éléments entiers naturels. Alors, on peut continuer, par exemple, en convertissant ce vecteur numérique qui contient les éléments 1.2, 3.4, 5.6 en un vecteur qui contient les chaînes de caractères. Donc, simplement en utilisant as character. On peut le faire, par exemple, en utilisant as double si nous voulons transformer ce vecteur qui contient les entiers naturels en un vecteur qui contient maintenant les nombres réels. Et ceci est un vecteur logique. Nous allons voir ce qui va se passer avec la transformation de ce vecteur logique. Alors, nous allons copier ces deux lignes de code. Nous allons aller dans notre fenêtre de démonstration. Nous allons effacer ce que nous venons de voir puisque nous avons les éléments en dessous. Et nous allons exécuter la cellule de code. Ça s'est correctement exécuté sans erreur. Nous allons demander le type type of, le vecteur logique, vectloc, et puis également type of
vect integer. Voilà. Vous voyez très bien que c'est le premier vecteur, il est un vecteur logique. Le deuxième vecteur, c'est un vecteur qui contient les entiers naturels. OK. Vous pouvez essayer de voir ce qu'il y a là-dedans dans le vecteur logique. Voici ce que vous obtenez. Bien sûr, true first true. Et puis, nous voyons ce qui se trouve dans le vecteur integer. Voilà, c'est bien sûr, true a été transformé en 1, false a été transformé en 0. Voilà, donc on obtient 1, 0, 1. Parfait. Donc, c'est comme ceci que R transforme les valeurs booléennes en valeurs entières naturelles. True, c'est 1 et false, c'est 0. Voilà. Nous pouvons donc supprimer ces cellules que nous avons utilisées pour vous montrer comment on peut transformer un type de variable en un autre type de variable ou un type de vecteur donné en un autre type de vecteur. Voilà. Mais il faut un tout petit peu rester logique. Vous ne pouvez pas, par exemple, transformer les chaînes de caractères en entier naturel ou en nombre réel. Ça ne va pas marcher. Vous aurez un message d'erreur. Alors, le dernier exemple sur la conversion des vecteurs en d'autres types de vecteurs, c'est par exemple la conversion des chaînes de caractères en vecteurs de type date, en date. Il suffit d'utiliser la méthode as.date. Alors, nous allons appliquer cette méthode-là à notre variable date jour et nous allons voir ce que ça va donner. Alors, j'exécute simplement cette ligne de code et donc vous voyez, voilà, ça dit double et puis nous allons voir ce que la date jour est devenue. Voilà, donc c'est bel et bien transformé en date. Alors, il y a une autre méthode dans R qui va permettre de transformer, par exemple, ces chaînes de caractères date-jour. Ici, je vais réexécuter la ligne de code date-jour pour revenir juste en arrière pour être sûr que nous avons encore les chaînes de caractères. Et au lieu d'utiliser as.date, nous allons utiliser plutôt as.posix. Alors, as.posix permet non seulement de transformer en date, mais va vous permettre d'ajouter les heures, les minutes, les secondes, si vous voulez. Donc, on va faire cette démonstration. Donc, nous allons utiliser as.posix ici sur la variable date du jour. Et nous allons demander le type de print ou pas. Et on va également demander l'écriture. Voilà. Donc, on va écrire ce qui est devenu date jour, qui était une chaîne de caractères plus haut. Et vous allez voir, comme tout à l'heure, il n'y aura plus d'apostrophe ou de guillemets. Nous exécutons la ligne de code. Voilà. Alors, donc date jour, ça fait 19 septembre 2020 UTC. Voilà. Donc, la transformation s'est faite et on voit très bien que c'est vraiment du style date 19-09-20 et en utilisant donc la méthode de POSIX, ça vous met également les éléments entre guillemets, mais ça vous indique une unité de date ici qui est UTC. Alors, je vais utiliser une autre méthode pour avoir accès au type de cette variable. Je vais utiliser la fonction mode date du jour. Alors, la date du jour a déjà été transformée. Et quel est le mode? Alors, ça dit mode caractère. Simplement, pourquoi? Parce que quand la transformation s'est faite avec POSIX, on voit très bien qu'il y a les guillemets
voilà, il y a les guillemets qui entourent ces chaînes de caractères. Donc, R reconnaît ça comme chaîne de caractères, mais il s'agit effectivement des dates. Alors, nous allons continuer. Nous supprimons les cellules d'exemple. Voilà. Et nous allons également vous indiquer d'autres façons de créer des vecteurs numériques. On peut créer des vecteurs numériques successifs en utilisant d'autres méthodes. C'est-à-dire, par exemple, voici le vecteur V2 où nous avons mis un certain nombre d'entiers naturels de 1 à 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, au lieu de taper de 1 à 5 comme ceci, on peut utiliser la méthode séquence, SEC. Et vous quittez de 1 à 5. 1 et 5 inclus et vous obtiendrez exactement la même chose. On va exécuter ces lignes de code. Et juste en dessous, on va demander ce que contient V2, également ce que contient V3. Voilà, vous voyez, c'est exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, l'avantage, c'est que si vous voulez obtenir une suite d'entiers naturels, allant par exemple de 1 à 100, vous n'allez pas écrire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 100. Alors, nous allons créer une autre cellule de code juste en dessous de V2, V3 pour voir comment nous pouvons donc créer un vecteur qui contient une séquence d'entiers naturels allant de 1 à 5. Pour cela, nous allons créer une variable V100, un vecteur V100 et nous utilisons la méthode sec et nous voulons énumérer les entiers naturels allant de 1 à 5. Tout de suite derrière, nous demandons ce que contient V100. Nous exécutons la cellule de code. Effectivement, V100 contient donc les entiers naturels allant de 1 à 100. OK. Une autre approche pour énumérer également les entiers contenus dans un intervalle donné, c'est d'utiliser la fonction rep pour répétition. Voilà. Et cette fonction répétition rep peut être utilisée de deux façons. Donc, vous indiquez dans la méthode rep l'élément que vous voulez voir être multiplié autant de fois que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, x soit multiplié, soit donné 5 fois, vous mettez times 5. Si vous voulez que ça soit également multiplié ici, là, on va dire 10 fois, vous pouvez également mettre each equal 10. Each égale 10. Donc, ces deux fonctions vont exactement faire la même chose. Donc, on va prendre des exemples. Alors, remplaçons par exemple x par quoi? Remplaçons x par 1. Et nous allons voir, voilà, donc 1 a été répété 5 fois dans la variable V4 et 10 fois dans la variable V5. Donc nous avons vu comment utiliser la méthode de séquence pour énumérer les entiers naturels contenus dans un certain intervalle. Mais nous avons également vu la fonction rep qui permet de répéter un élément plusieurs fois. Voilà. Alors, toutes ces informations sont utiles pour la manipulation des données dans R. On verra ça plus tard. On verra l'utilité de ces types de fonctions plus tard. Voilà. Maintenant que nous avons vu comment on construit les vecteurs, c'est-à-dire l'élément de base de la manipulation statistique dans R, nous allons voir l'ensemble des opérations qui sont habituellement utilisées sur les vecteurs dans R. Alors, vous n'allez pas retenir ça d'un coup, vous allez les utiliser progressivement et vous allez voir que ça ira. Alors, nous allons commencer par la première colonne qui contient les opérateurs de commande sur les vecteurs. Ces opérateurs de commande
sont par exemple le séparateur de commande point virgule que nous avons utilisé ici. Par exemple ici, là, voilà, pour demander ce que contient V4, demander ce que contient V5, nous avons séparé cela par point virgule. Nous avons obtenu la sortie, nous avons obtenu le résultat sans aucun souci. Alors, quand nous écrivons le texte, on peut le mettre entre guillemets ou entre apostrophes. Alors, on va vérifier tout de suite pour être sûr que les apostrophes marchent aussi. Donc, on va créer une chaîne de caractères appelée chaîne de caractères égale, je mets plutôt apostrophe et je vais mettre ici data. Voilà. Et on va exécuter cette ligne de code en demandant chaîne aussi tout de suite. Voilà. Ça marche également en remplaçant les guillemets par les apostrophes. Donc, on va supprimer cette ligne de code et nous continuons. Quand nous voulons faire un commentaire, nous utilisons dièse. Et donc, quand vous tapez dièse, ce que vous écrivez après dièse n'est pas reconnu comme un code. Donc, n'est pas pris en compte dans l'exécution de la cellule de code. Voici un exemple. Vous voyez, on a commencé ici par dièse, vecteur de plusieurs éléments, vecteur de plusieurs éléments, génération de séquences. Alors, toute cette partie-là n'est pas considérée comme faisant partie du code. Donc, c'est comme ça qu'on fait les commentaires. Voici un autre commentaire. On commence par dièse et on dit, on peut aussi écrire ceci. Voilà. Les opérateurs d'assignation sont des opérateurs importants. C'est ça qui permet de dire que telle variable égale telle autre variable. Je mets tel élément dans tel vecteur. Je mets tel élément dans tel vecteur. Nous avons commencé à faire ça depuis le début. Nous avons utilisé par exemple égal, ce qui est largement utilisé par les développeurs ou tous ceux qui utilisent le langage de programmation R, c'est ce type d'assignation, en disant que ce qui est sur la partie droite est mis dans ce qui est sur la partie gauche. Donc ici, le vecteur vecInt est défini comme étant une concaténation des nombres 1, 2, 3. Et un vecteur contenant les nombres 1, 2, 3. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc, c'est de l'assignation dans R, c'est ça qu'on utilise. Alors, on peut également assigner en partant de la droite vers la gauche. En ce moment, vous allez inverser le sigle. On commence par le tiret de la barre de 6, puis le sigle supérieur. Voici les opérateurs d'extraction. C'est $, c'est les crochets, c'est les parenthèses. On va voir les exemples juste après, comment on utilise ces opérateurs d'extraction. Et puis, vous avez sur la deuxième colonne les opérateurs arithmétiques. Là. Vous pouvez faire l'addition dans R, vous pouvez faire la soustraction, la multiplication, la division. Vous pouvez élever à la puissance un nombre. Vous pouvez faire la racine carrée, l'exponentielle, le logarithme et le factoriel d'un nombre. Et nous allons prendre simplement quelques exemples. Donc, je crée une cellule de code ici et on va faire quelques additions. Donc, R, c'est une calculatrice. On va faire 2 plus 6. On va mieux écrire ça. 2 plus 6 égale à 8. Effectivement, 2 plus 6 égale à 8. Vous pouvez faire la multiplication. Vous pouvez faire le logarithme. On va faire le logarithme de 2 plus 6. Logarithme naturel de 2 plus 6. Voilà, ça va calculer le logarithme de 8. Donc 2,079. Donc vous pouvez également élever à la puissance 2. Voilà. Et je pense que c'est bon pour les opérateurs arithmétiques. C'est le calcul de base. Donc, après les opérateurs arithmétiques, on a également les opérateurs logiques ou booléens. Donc, on va utiliser double égal pour indiquer que tel élément est égal à tel autre. Si vous utilisez simplement le signe égal, c'est l'assignation, ça ne va pas marcher. Quand vous voulez avoir de l'égalité, on va voir des exemples dans la suite de ces vidéos. Alors, si vous voulez dire que tel élément est différent de tel autre, c'est point d'exclamation suivi d'un seul sigle égal. Si vous voulez indiquer inférieur, voici le signe classique d'inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, et en même temps, voilà, ou alors,
une petite barre verticale. Non, sauf. Donc, si vous voulez dire non, sauf, vous mettez point d'exclamation. Alors, l'ensemble de ces opérateurs-là sont des opérateurs fondamentaux dans R. Nous allons voir leur utilisation pratique dans la suite de la vidéo ou dans les vidéos à venir. Voilà. Donc, après avoir défini les vecteurs, nous allons passer pour maintenant vous expliquer un autre type d'objet dans R qu'on appelle les listes. Donc, les listes sont des objets spéciaux dans R qui peuvent contenir des éléments de n'importe quel type. Donc, vous pouvez mettre les entiers naturels, vous mettre les chaînes de caractères, vous pouvez mettre les vecteurs booléens. Les listes peuvent contenir plusieurs types de vecteurs et peuvent donc contenir des listes. Donc, une liste peut contenir d'autres listes. Donc, les listes sont en général utilisées pour stocker des données complexes ou pour combiner des données de différents types. C'est ce que nous venons de dire. Et pour créer une liste, c'est simple. On utilise la fonction list. L-I-S-T, c'est en anglais, list. On utilise cette fonction et la liste est créée. Nous allons donner des exemples de construction de la liste. Par exemple, nous avons conçu ici une liste qui contient à la fois les entiers naturels allant de 1 à 5, séquences allant de 1 à 5, contenant les chaînes de caractères, par exemple, hello world, ça c'est une chaîne de caractères hello world, contenant un vecteur booléen avec 3 éléments true, false, true. Voilà. Et voici un autre exemple de la liste, MyList1, qui est construit toujours, bien sûr, avec le verbe list, qui contient un nom en chaîne de caractères Toto, la femme de Toto, wife, Tata, le village où vit Toto et sa famille, village, Njiyit, ça c'est mon village, number of children, dont les enfants qu'ils ont, 5, et les âges des enfants, 2, 4, 10, 12 et 15 enfants, de 4 ans, 10 ans, 12 ans, ben, on va mettre 18 ans aussi. Voilà. Donc, je viens de créer 2 listes qui contiennent différents types de vecteurs. Je vais exécuter ces lignes de code. Voilà, j'ai exécuté la ligne de code et il n'y a pas eu d'erreur d'exécution. Donc, mes listes ont été effectivement bien créées. Maintenant, on va utiliser quelques opérateurs que nous avons vus plus haut pour voir comment avoir accès aux éléments de ces listes-là. Je peux décider, par exemple, de chercher l'élément de la liste qui se trouve à la position 2. Donc, je vais imprimer l'élément qui se trouve à la position 2. Je peux utiliser le verbe print ou pas. Alors, on va le faire pas à pas. On va faire pas à pas. Donc, je vais créer une cellule ici et je vais chercher l'élément qui se trouve à la position 2. Donc, ça, c'est position 1, position 2. Donc, on devait avoir hello world. Voilà, nous avons bien hello world. Donc, c'est l'élément qui se trouve à la position 2. Donc, vous voyez bien que nous avons utilisé l'opérateur d'extraction, les crochets. Et entre les crochets, là, nous avons indiqué la position de l'élément que nous voulons. On peut également faire la même chose. Au lieu d'utiliser le crochet, on utilise plutôt le sigle $. Donc, c'est ce qu'on va faire là. On utilise le sigle $. On exécute la ligne de code. Voici le signe $. Nous sommes sur la liste 1. On demande mais le nom qui est name, qui est contenu dans la liste 1. Donc, je fais MyList1 $name. Donc, quand je mets le cycle $name, ça va aller me chercher dans MyList 1 la valeur ou la modalité contenue dans name. Donc, on a obtenu bel et bien Toto. Alors, on va aller maintenant chercher la modalité contenue dans age child. Voilà. On exécute la cellule de code et voilà l'ensemble des éléments qui sont contenus dans age child. Il y en a 5, 2, 4, 10, 12 et 18. Donc, c'est parfait. Voilà donc la démonstration. Alors, je peux décider d'avoir tout ça. La suite, donc, j'ai dit d'imprimer à l'écran. D'abord, le deuxième élément de ma liste.
Et je demande d'imprimer également la valeur que contient name dans mylist1. Donc, je mets print et je suis par print. Je peux également mettre mylist2, je ne sais pas, par point virgule, et je mets mylist1 $name. Ça va exactement donner la même chose. On exécute la cellule de code et on obtient exactement les mêmes résultats que nous avons obtenus tout à l'heure. D'abord, hello world, puis le nom contenu dans name, c'est Toto. Voilà, nous avons terminé avec les listes. Structure de données très importante dans R qui permet de mettre ensemble des objets ou des vecteurs ou des éléments de différentes natures. Voilà. Maintenant, après les listes, nous allons vous expliquer une autre structure de données qui est super importante. Et vous voyez que progressivement, vous allez voir que progressivement, nous allons arriver à la structure de données que les data scientists et les statisticiens manipulent habituellement. Donc, maintenant, nous entamons avec les matrices. Les matrices dans R sont des objets qui stockent des données sous forme de tableaux bidimensionnels. Donc, les matrices stockent les données sous forme de tableaux bidimensionnels. Bidimensionnel, ça veut dire quoi? Il y a les lignes et il y a les colonnes. Voilà. Donc, ces matrices-là sont composées de lignes et de colonnes. Et chaque élément d'une matrice est indexé par sa ligne et sa colonne. Donc, on peut avoir accès à chaque élément de votre matrice en indiquant le numéro de sa ligne et le numéro de sa colonne. Dans R, la numérotation commence par 1, que ce soit pour les lignes, que ce soit pour les colonnes. Et vous allez voir que dans d'autres types de langage de programmation, la numérotation ne va pas commencer par 1. La numérotation va commencer par 0. Voilà. Nous allons créer maintenant les matrices. Nous allons vous montrer comment on construit les matrices. En prenant des exemples, nous allons créer une matrice qui contient les entiers naturels de 1 à 9. Donc, nous avons créé une séquence ici d'entiers naturels allant de 1 à 9. Et avec cette séquence-là, nous allons construire une matrice qui a 3 lignes, n rows, et qui a 3 colonnes, n col. Alors, il faut que la multiplication du nombre de lignes et le nombre de colonnes donne exactement le nombre d'éléments contenus dans notre séquence. Alors, sinon, tous les éléments ne seront pas pris en compte. Donc, ici, nous allons créer notre matrice. Nous l'avons appelée la matrice M. Nous exécutons la ligne de code, la cellule de code. Nous patientons un tout petit peu. Voilà. Et notre matrice est créée. Donc, c'est la matrice M qui a 3 fois 3 éléments. Donc, qui a 3 lignes, 3 colonnes. Et ces éléments sont de type integer, int. Et donc, voici la disposition de notre matrice, donc qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous voyez comment la matrice est créée. Maintenant, tentons d'utiliser cette même matrice-là. Cette même matrice. Et disons qu'on veut créer une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes. Alors, voilà. Alors, vous avez un message d'avertissement là qui vous indique que vous avez indiqué une séquence de 9 éléments et vous n'avez utilisé que 6 éléments. Vous avez dit 2 lignes. Voici les 2 lignes. Et 3 colonnes. Voici les 3 colonnes. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Mais il n'y a que 6 éléments que vous avez utilisés. Ça veut dire que dès qu'on aura utilisé les 6 premiers éléments, on va abandonner les autres éléments. R ne va pas considérer donc les autres éléments. Puisque le nombre d'éléments dépasse la taille, dépasse la dimension de la matrice qui est ici 2 fois 3. OK. Alors, si nous voulons donc créer ce type de matrice pour être correct avec nous-mêmes, nous devons mettre ici là 6 éléments, 2 fois 3, 6. Et on peut obtenir une belle matrice contenant tous les éléments sans message d'avertissement. Donc, voici donc une matrice avec 2 lignes et 3 colonnes. 2 lignes et 3 colonnes. Voilà. Donc, nous avons vu comment on construit les matrices. Maintenant, nous allons voir comment on fait pour avoir accès aux différents éléments contenus dans la matrice. Alors, nous allons utiliser notre première matrice que nous avons créée. Donc, la matrice avec 9 éléments et avec 3 lignes et 3 colonnes. Nous allons
trouver l'élément qui se trouve à la deuxième ligne, troisième colonne. Je pense que cet élément-là, c'est 8. Deuxième ligne, troisième colonne, c'est 8. C'est l'intersection. Voilà, ça donne 8. Si nous voulons l'élément qui se trouve à la deuxième ligne, deuxième colonne, vérifions cet élément-là. Il s'agit deuxième ligne, deuxième colonne de 5. Et nous exécutons la cellule de code. Nous patientons un peu et nous trouvons que c'est 5. Alors, maintenant, on va essayer d'obtenir les éléments qui sont contenus dans la deuxième ligne. Donc, je fais ma matrice. Je veux les éléments contenus dans la deuxième ligne. Je mets 2, je mets virgule pour prendre toutes les colonnes de la deuxième ligne. Voilà, ça fait 2, 5, 8. On va aller vérifier 2, 5, 8. Maintenant, si je veux tous les éléments contenus dans la troisième colonne, je mets troisième colonne. Je prends toutes les lignes. Et on va obtenir les éléments contenus dans la troisième colonne, c'est 7, 8, 9. Les éléments contenus dans la troisième colonne, c'est bien 7, 8, 9. Voilà. C'est comme ça donc qu'on peut faire l'indexing. Ça veut dire, je vais aller chercher, ou le slicing, je vais aller chercher un élément contenu dans ma matrice. Voilà. On a accès, par exemple, là, nous avons utilisé le crochet pour avoir accès à l'ensemble de ces éléments. C'est un opérateur d'extraction. Nous allons continuer maintenant en construisant la matrice autrement. Ça veut dire non seulement nous allons indiquer les éléments dans la matrice, mais nous allons également donner les noms aux colonnes et aux lignes. On va repartir avec notre matrice 3 x 3, donc qui contient 3 lignes, 3 colonnes avec 9 éléments. Mais nous allons donner des noms maintenant d'abord aux lignes R1, R2, R3. Donc, nous créons un vecteur qui contient ces lignes-là, le nom de ces lignes, R1, R2, R3. Puis nous créons un vecteur C contenant également les éléments C1, C2, C3. Voilà, et C. Alors, si nous exécutons dans la cellule de code, nous allons obtenir effectivement les colonnes qui se nomment C1, C2, C3 et les lignes qui se nomment R1, R2, R3. On peut également avoir accès aux éléments de la matrice en utilisant les informations des colonnes, le nom des colonnes et le nom des lignes. Par exemple, nous allons tenter d'avoir l'élément 9, c'est-à-dire l'élément qui se trouve à R3 et à C3. L'élément qui se trouve à R3 et à C3. On exécute la cellule de code et nous obtenons bel et bien 9. Voilà les différentes opérations, les différentes manipulations de base qu'on peut effectuer sur une matrice. Alors, nous allons quitter la matrice maintenant pour aborder les tables de données. Alors, les tables de données sont appelées dans R les data frames. Donc, les data frames sont des structures de données en R qui stockent des données sous forme de tableaux bidimensionnels comme les matrices. Cependant, contrairement aux matrices, les data frames peuvent contenir des données de différents types, donc des types différents, dans chaque colonne. Dans chaque colonne. Alors, vous avez vu que les matrices sont plus ou moins uniformes. Non, les data frames ne sont pas uniformes, peuvent être hétérogènes. Donc, les colonnes peuvent contenir des éléments de différents types. Des éléments de différents types. Alors, nous avons par exemple ici, là, créé une table de données, donc avec la méthode de DataFrame de R. Nous créons un premier vecteur qui contient les noms. Il y a John Doe, il y a Jen Doe. Et nous leur donnons des âges. Nous voulons créer la deuxième colonne, dont nous donnons leur âge, 30 ans, 25 ans. Nous donnons leur sexe, male, female. Nous pouvons continuer. Nous disons là où ils vivent. Donc, on va mettre city. Donc, on va créer le vecteur city. Et dans le vecteur city, nous allons dire qu'ils vivent à Yaoundé. Le premier vit à Yaoundé et le second vit à Douala. Douala. Alors, les deux villes sont des villes camerounaises. Et donc, nous allons exécuter la cellule de code. Et donc, nous avons créé donc un tableau de données qui contient 4 colonnes, name,
age, sexe en city. Et il n'y a que deux lignes. Les deux lignes-là sont contenues dans la variable name. Et donc, il y a John Doe qui a 30 ans, qui est de sexe male et qui vit à Yaoundé. Et Jane Doe a 25 ans, elle est femelle et elle vit à Douala. Nous venons donc de construire une table de données en utilisant la construction syntaxique de R, en utilisant la méthode data.frame de R. Alors, habituellement, les statisticiens et les data scientists ne vont pas venir créer les tables de données dans R. Oui, bien sûr, vous pouvez vouloir faire une analyse d'une matrice 2x2, 2x3, 3x3, en utilisant par exemple le test de qui carré, et vous créez directement votre matrice avec les valeurs obtenues et vous calculez votre qui carré, votre valeur du qui carré et la valeur de P qui accompagne ce qui carré. Mais habituellement, ce n'est pas comme ça que les statisticiens et les data scientists travaillent. Ils collectent d'abord les données sur un questionnaire, puis ces données-là sont enregistrées dans un éditeur des questionnaires, souvent Excel, et à partir de ce fichier Excel-là, on obtient une table de données par différentes méthodes. Donc, habituellement, dans les statisticiens, les data scientists, ils ont une table de données ou un tableau de données. Et ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir importer la table de données dans leur environnement d'exécution de R. Pour pouvoir donc manipuler cette table de données et faire les statistiques ou la data science. Donc ici, nous allons simplement vous montrer comment vous pouvez importer les données dans l'environnement de travail R. Nous allons faire une vidéo entière dans l'importation des données dans R parce que c'est quelque chose de fondamental. Si vous ne pouvez pas importer vos données dans l'environnement de travail de R, vous ne pourriez pas faire les statistiques avec R. Donc, il y aura une ou plusieurs vidéos consacrées à l'importation des bases de données, des tables de données dans l'environnement de travail R. Ici, nous amorçons ce travail-là. Nous avons indiqué ici, à l'intérieur de la méthode read.csv, ici nous avons dit CSV2, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et nous indiquons ici une base de données qui est localisée dans mon compte GitHub. Je vous encourage tous à créer pour garder vos codes ou pour certains apprentissages. Donc, voici le lien qui va me permettre donc de trouver la base de données. Alors, on va ouvrir ce lien dans notre navigateur. On va aller ouvrir ce lien dans notre navigateur pour aller inspecter cette base de données. Voilà, voici la base de données. Donc, et nous voyons que nous avons ID, nous avons age, nous avons sexe et les autres variables. Et chaque variable est séparée à une autre par point-virgule. Point-virgule. Donc, nous rentrons sur notre environnement de programmation de R et nous allons changer la fonction read.csv2 en fonction read.csv. Et nous allons exécuter ces cellules de code. Et vous allez voir ce que ça va donner. Alors, vous voyez comment ça aligne l'ensemble des variables 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas ce que nous voulons avoir. Nous avons eu ceci parce que nous avons utilisé la fonction head qui permet simplement d'avoir la tête de notre base de données. C'est-à-dire ici, nous avons indiqué les 5 premières lignes de notre table de données. Donc, ici, la fonction CSV ne marche pas parce que les séparateurs, par défaut dans CSV, c'est séparateur virgule. Donc, ça devait être virgule ici, mais nous avons point virgule. Alors, nous allons tenter dans une seconde méthode en mettant dans la fonction CSV que le séparateur sep est égal à sep, c'est point virgule. Sep ici, c'est point virgule. Et nous allons exécuter la ligne de code. Et voilà, on a une jolie table de données avec l'identification ID, première colonne, deuxième colonne age, troisième colonne sexe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous avez les autres variables. Et bien sûr, nous avons demandé simplement les 5 premières lignes de notre table de données.
Donc, au lieu d'indiquer à la fonction CSV que le séparateur c'est point virgule, R donne la possibilité de simplement utiliser la fonction read.csv2. Donc, dans CSV2, le séparateur est automatiquement un point virgule. Et nous exécutons notre ligne de code, nous obtenons exactement la même table de données que tout à l'heure. Maintenant, voici comment on peut importer une base de données dans l'environnement d'exécution R. Quand on est dans Colab, c'est la très bonne façon d'importer les fichiers. Mais ça, c'est pour des fichiers qui sont déjà hébergés en ligne, qui sont dans le cloud. OK. Nous allons terminer avec quelques manipulations qu'on peut faire sur une table de données. Nous pouvons, par exemple, décider d'obtenir la colonne H. Nous allons utiliser dans un opérateur d'extraction. Nous avons dit qu'on peut utiliser le crochet comme opérateur d'extraction. N'oubliez pas que ça, ce sont les noms des colonnes, donc ce sont des chaînes de caractères. Et on va exécuter pour extraire la colonne H. Voici la colonne H qui est complètement extraite. Mais nous ne voulons pas qu'elle soit aussi longue que ça. Alors, nous ne voulons pas qu'elle soit longue que ça, donc nous allons simplement demander de prendre quelques lignes. Alors, on va prendre plutôt les dernières. On va utiliser tel. Voilà, on va utiliser tel. Donc, pour que, et on va prendre les 5 dernières lignes de notre colonne H. Voilà les 5 dernières lignes de notre colonne H. 67 ans, 67 ans, 28 ans, 63 ans et 66 ans. Voilà, donc, extraction de la colonne H. Donc, nous venons de faire l'extraction de la colonne H. On peut utiliser aussi un autre opérateur. On peut utiliser l'opérateur $, pour avoir accès à la colonne H. Tout de suite, créons une autre cellule de code et la base de données s'appelle effectivement data. Hein, c'est le nom que nous avons assigné à cette base de données. Donc, c'est la base de données data. Nous utilisons maintenant l'opérateur $, pour avoir accès à la colonne âge. Et là, voilà l'ensemble de l'âge de notre base de données. L'ensemble de l'âge de notre base de données. Alors, prenons simplement les premières valeurs, par défaut les 5 premières valeurs. Voilà les 5 premières valeurs de la colonne âge. Donc, voici comment vous pouvez faire l'extraction d'une colonne dans votre base de données. Alors, on peut également changer un type de variable à un autre type de variable quand on a fait aux tables de données. Par exemple, on va voir ici que sexe, on dit que sexe, c'est les chaînes de caractères. Oui, bien sûr, femelle, c'est chaînes de caractères, mâle, c'est chaînes de caractères. Mais ce n'est pas ça que nous voulons manipuler. Le sexe, c'est 2 modalités. Il s'agit d'une variable qualitative ou catégorielle nominale à 2 modalités. On l'appelle aussi variable qualitative binaire. Il n'y a que 2 modalités, femelle et mâle. Nous devons manipuler ça comme tel, comme une variable qualitative, pas les chaînes de caractères. Dans R, il y a un type de variable qu'on appelle les facteurs. Ce sont ces facteurs-là qui sont les variables qualitatives dans R. Donc, nous allons transformer dans la colonne sexe qui indique les chaînes de caractères en facteurs. Pour cela, on utilise simplement l'expression ou la méthode as.factor. Et donc, voici la colonne sexe. Donc, je prends ma table de données data, j'utilise l'opérateur d'extraction $. Sur la colonne sexe, donc je vais la colonne sexe, et je transforme cette colonne-là en as-factor. Donc, on va le faire, on clique là, et nous voyons ici maintenant que c'est facteur. Ce n'est plus chaîne de caractères comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était chaîne de caractères. Donc, je peux maintenant faire des analyses statistiques en sachant que ma variable sexe est vraiment reconnue par R comme une variable qualitative, comme une variable catégorielle. Voilà, nous allons nous arrêter aujourd'hui pour l'initiation à la programmation sur R. Nous avons vu plusieurs choses. Avant de faire le résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui, je vais vous demander de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons publier à Data Intelligence. N'oubliez pas également de commenter,
de faire des commentaires sur des choses que vous ne comprenez pas, de poser des questions. Nous allons répondre à toutes vos questions. Voilà. En résumé, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Nous avons vu les éléments qui vont vous permettre de démarrer sans aucune autre forme de procédure la programmation statistique sur R. La programmation statistique en utilisant le langage de programmation R. Nous avons vu ce que c'est que R, un langage de programmation open source qui utilise majoritairement le paradigme orienté objet. Donc, tout est objet dans R et ces objets-là ont des attributs qui sont modifiés avec des méthodes. Nous avons vu quelques méthodes dans ce tutoriel. Puis, en deuxième point, nous avons vu ce qu'on appelle les variables en général en statistique en data. La chose à retenir, c'est qu'il y a deux types de variables. Les variables qualitatives, qu'on ne peut pas mesurer, qui ne peuvent être que qualifiées, classées, et les variables quantitatives, qui sont des variables mesurables, donc sur lesquelles on peut faire des opérations mathématiques, des calculs. Et au troisième point, nous avons énuméré et expliqué les principales structures de données qu'on utilise dans le langage de programmation R. Nous avons vu que la structure de base, c'est le vecteur. Il y a plusieurs types de vecteurs. Puis nous avons défini, nous avons construit et nous avons donné des exemples des listes, des matrices et des tables de données. Je vais vous demander une fois de plus de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. On se dit à la prochaine.